Retour dans notre chapitre consacré au langage, à la nature et à la raison, avec la deuxième grande partie de notre développement qui porte aussi un titre sous forme de question. Sait-on toujours ce qu'on dit quand on parle? Avec un premier paragraphe, une première argumentation qui s'occupe du rapport entre pensée et parole. Qu'est-ce que je mets dans les mots quand je parle de quelque chose? Rousseau estimait que le langage a commencé à apparaître chez l'homme quand il a fallu désigner des choses abstraites ou des choses absentes du regard. C'est-à-dire que Rousseau, vous le savez, il s'amuse à faire une espèce d'anthropologie en chambre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'éléments pour parler du passage des primates aux êtres humains, mais il essaye d'imaginer un petit peu comment les choses se sont passées, comment les civilisations se sont mises en place, et l'apparition du langage chez Rousseau correspond à un manque. Les humains avaient besoin de désigner des choses qui n'étaient pas là, contrairement aux animaux où, on le sait, avec la conscience spontanée, c'est une conscience de l'ici et maintenant. L'animal ressent un besoin, hop, il va émettre le signal qui correspond. Nous, c'est plus compliqué dans la mesure où on peut évoquer des choses qui ne sont pas là. Si je vous dis par exemple le mot arbre, vous n'avez peut-être pas d'arbre sous les yeux, à moins que vous ne soyez dehors, vous ayez une fenêtre, mais si vous n'avez pas d'arbre sous les yeux, si je vous dis le mot arbre, tout de suite vous allez avoir une image d'arbre en tête. Et c'est intéressant aussi, parce que Rousseau utilise l'image de l'arbre, et il dit, voilà, le concept d'arbre, le mot d'arbre, on est tous d'accord là-dessus. On sait toutes et tous ce que c'est qu'un arbre, pas de problème là-dessus. Mais si je vous demande de fermer les yeux et de coller une image à ce mot arbre, chacun aura un arbre particulier en tête. Et pourtant, et c'est un véritable paradoxe, nous savons tous ce que c'est qu'un arbre. Certains vont penser, je sais pas, à un sapin sous fond de ciel bleu, d'autres vont penser à un chêne sous fond de nuages, ou d'autres vont abstraire totalement l'image, et il n'y aura pas de fond derrière. Mais en tout cas, l'image mentale et le concept ne sont pas toujours en accord, mais bizarrement, la notion de concept marche, elle fonctionne chez l'être humain, et ça correspond à un besoin, donc ce besoin de désigner des choses qui n'étaient pas là, ou des choses qui sont abstraites. Si je vous dis par exemple le mot justice, justice c'est un terme qui est complètement abstrait. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez la justice, peut-être que vous aurez en tête l'image de la justice, vous savez, avec cette femme aux yeux bandés avec la balance dans la main, ou alors vous aurez un fait de justice en tête, vous aurez un tribunal en tête, mais en tout cas tout le monde est d'accord sur ce que veut dire justice, mais nous n'en avons pas tous la même image. C'est ça l'effort de conceptualisation, passer au-delà de la simple représentation mentale, passer au-delà de la simple représentation physique pour avoir une image qui est une image universelle que tout le monde va comprendre et qui se situe dans le concept même, dans le mot même, que ça soit justice, arbre ou quoi que ce soit. Il semble en effet que les mots se rattachent à des états d'esprit, des pensées, des idées sur le monde autour de nous. Mais ce rapport est-il logique ou purement arbitraire? Étude structuraliste du langage. Alors c'est intéressant, le structuralisme, ça a commencé à apparaître avec l'anthropologie. Le structuralisme, justement, Claude Lévi-Strauss faisait partie de ce mouvement de pensée. Le structuralisme, pour l'ensemble des sciences humaines, on disait, psychologie, sociologie, etc., linguistique, c'est la possibilité de dégager chez l'homme des structures générales et communes de fonctionnement, quel que soit le pays, le continent ou la culture des peuples. Là aussi, les structuralistes, ce sont des anthropologues qui vont essayer de voir dans différentes civilisations, à différentes époques, quels sont les points communs des différentes cultures, surtout des cultures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et on trouve chez les structuralistes des choses qui ne varient pas d'une civilisation à l'autre. Par exemple, le mariage, le fait de former un couple, et le fait qu'il y ait une cérémonie autour de ça. Ou alors tout ce qui concerne le passage à l'âge adulte. Dans tous les pays, il y a un moment, un âge où on va passer à l'âge adulte. Chez nous, c'est l'âge de 18 ans. Aux États-Unis, c'est pas le même âge, c'est 21 ans. Et pourtant, même s'il y a des variations sur l'âge, cette accession à l'âge adulte existe et d'ailleurs souvent accompagnée d'une sorte de rituel. Alors un peu avant, vous avez par exemple la communion solennelle ou la bar mitzvah chez les juifs ou certains rites de passage à l'âge adulte avec des épreuves à passer. Façon Ninja Warrior. En tout cas, voilà, il y a des structures qui existent dans toutes les civilisations. Et Claude Lévi-Strauss disait, mais ça a été un petit peu détrompé depuis, Claude Lévi-Strauss disait en fait que quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, il y a un fait qui est universel, qui fonctionne dans toutes les civilisations, c'est le tabou de l'inceste. C'est-à-dire que l'inceste nous dégoûte, on est
éprouvent une forme de répulsion à penser à l'inceste, et ceux qui pratiquent ça sont vraiment considérés comme des dégénérés et des individus complètement à exclure de la société, à mettre en prison ou à tuer. Et Claude Lévi-Strauss disait, voilà, l'interdiction de se marier, d'avoir des rapports sexuels entre personnes de la même famille, c'est une chose qui existe à travers le monde entier, quelle que soit la culture et quelle que soit l'époque. Aujourd'hui, on est un petit peu revenu de cette conception de Claude Lévi-Strauss, dans la mesure où il y a des gens qui se marient entre cousins, voilà, il y a des faits dans l'histoire, par exemple les pharaons d'Égypte épousaient leur frangine, enfin voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc cette prohibition de l'inceste, ce tabou de l'inceste, c'est pas si vrai que ça. Mais il y a d'autres rites, effectivement, qui existent, comme le mariage, qui existent dans toutes les civilisations, quelle que soit l'époque ou quelle que soit la localisation géographique. Alors, à ce propos, donc vous pouvez lire un texte qui est un texte de Ferdinand de Saussure, qui est à la page 133 de votre manuel, qui lui est un linguiste structuraliste. Et on va voir, alors là vous pouvez faire pause, lire attentivement le texte, et puis on va le débriefer ensemble. Encore une fois, je vous donne la problématique et la thèse qu'on aurait dû travailler en cours, mais en distanciel c'est compliqué. Problématique du texte, ce serait, y a-t-il un rapport profond entre les signes utilisés dans le langage humain et la réalité du monde extérieur? Et la thèse du texte, c'est qu'il n'y a pas de rapport direct entre les mots et le monde. Les signes utilisés dans les langues sont décidés de façon arbitraire. C'est comme ça, c'est arrivé comme ça. On dit chien quand on voit un chien, mais il n'y a pas de ressemblance entre le mot chien, entre le mot quand vous l'écrivez ou le mot quand vous l'entendez, et le chien lui-même. Donc c'est purement lié à une forme de hasard. Le texte est une étude du lien entre le signifiant, alors deux termes à retenir, hein, le signifiant c'est le mot lui-même, indépendamment de sa signification, et le signifié, c'est-à-dire ce qui est désigné, le concept, non pas l'objet, mais le concept. Si je vous dis chien, par exemple, eh bien vous avez un concept en tête, et le mot qui est rattaché, il est rattaché de façon totalement arbitraire. Pour les linguistes structuralistes, la distinction entre les objets sensibles, c'est-à-dire les objets réels autour de nous, et les mots pour les dire, n'est jamais tout à fait la même dans des langues proches les unes des autres. Exemple du texte, sœur en français et hermana en espagnol, ça n'a strictement rien à voir. Les mots ne se ressemblent pas. Pourtant, ces deux langues viennent du creuset indo-européen, des langues latines. C'est-à-dire que d'un pays à l'autre, on voit bien qu'arbitrairement, les mots ne se ressemblent pas. Il y a plein de mots qui se ressemblent hein, d'un pays à l'autre, surtout dans un creuset commun. En Europe, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent d'une langue à l'autre. On peut se dire, ah oui, effectivement, il y a une racine commune, mais pas toujours. Exemple aussi, un autre exemple intéressant, c'est les Portugais. Dans la culture portugaise, eh bien, les Portugais emploient beaucoup le terme de saudade. Alors, si vous écoutez des chansons traditionnelles portugaises, des fados par exemple, Amália Rodrigues, ce genre de chanteuse, vous avez dans quasiment toutes les chansons d'Amália Rodrigues le mot saudade qui revient. C'est un très joli mot. Si vous visitez un petit peu le Portugal, vous retrouverez dans la culture énormément ce mot saudade. Mais saudade, c'est un état d'esprit qui est un peu l'emblème de leur culture, mais saudade, ça correspond à rien dans les autres langues. Pour expliquer ce mot et ce sentiment, les Portugais disent c'est la nostalgie du futur. Donc ça nous en dit pas beaucoup plus, mais cet état d'esprit qui est typique de la culture portugaise, cette espèce de nostalgie, cette espèce de mélancolie, bah nous on n'a pas vraiment d'équivalent. Il y aura peut-être le spleen chez les poètes français, vous trouvez le spleen hein, notamment chez Baudelaire, chez Apollinaire, un mot qui revient toujours, mais c'est pas exactement la même chose que saudade. C'est un état d'esprit, une étiquette qui ne correspond pas à toutes les cultures finalement. Donc ça ne renvoie à rien non plus chez nous. Un autre exemple, les Anglais emploient deux termes différents pour désigner le même animal vivant et mort. Si vous avez fait un petit peu d'anglais, vous vous rendrez compte qu'un poulet vivant, ça se dit hen, et un poulet mort qu'on mange, c'est chicken. Donc il y a peut-être une pudeur chez les anglo-saxons qui consiste à ne pas se dire que ce qu'on a dans l'assiette, c'est le même animal que celui qui courait devant nous et à qui on donnait des graines tous les jours, alors que nous, on s'en fiche. On dit, voilà, je mange une poule, je mange un poulet, et voilà, un poulet vivant, bref. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même structure de pensée. Il y a une pudeur probablement chez les anglo-saxons, un refus de se dire qu'on mange ce qu'on élève, alors que nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Cette différence est visiblement une différence de culture. Donc selon les cultures, eh bien, il y a une véritable... comment ça s'appelle déjà? Oh là, c'est pas mimétique, c'est arbitraire, un véritable arbitraire dans notre façon de nommer les choses autour de nous. Petit b, deuxième paragraphe, l'interdépendance entre parole et pensée.
Hegel, le philosophe Hegel, pense que la pensée humaine ne peut pas se passer des mots. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée structurée. S'il n'y a pas de mots, la pensée est comme une nébuleuse confuse. Je vous invite à retenir l'expression, elle est assez jolie, elle est de Hegel lui-même. Nébuleuse confuse, un contenu brouillé, incommunicable et faible. Le sous-entendu, c'est que pour Hegel, avant qu'on acquiert la parole, on n'a pas vraiment de pensée. Un bébé n'a pas vraiment de pensée. Il est comme un animal, il n'a qu'un instinct. Voilà. Et à partir du moment où on maîtrise le langage, on a une véritable pensée. Je vous invite donc à lire le texte de Hegel, qui se trouve à la page 135 de votre manuel, donc vous pouvez faire pause et puis on débrief. Alors, c'est dans les mots que nous pensons. Selon Hegel, le mot fixe les pensées. Si l'homme possède un esprit supérieur aux autres animaux, c'est qu'il a la conscience de ce qu'il est. Et cette conscience se fixe dans le besoin de communiquer ses états d'esprit, ses opinions et sa vision du monde. L'un ne va pas sans l'autre. Vous savez, ça vous rappelle probablement dans le premier chapitre qu'on avait étudié sur la conscience, ce que dit Kant. Kant est assez d'accord là-dessus avec Hegel, et pourtant les deux hommes ne s'appréciaient pas forcément, mais Kant dit un peu la même chose quand il dit, vous savez, vous vous souvenez de ça, dans le cours on avait vu ça, l'utilisation du « je ». À partir du moment où un enfant dit « je », une lumière s'allume au-dessus de lui et il possède enfin une conscience réfléchie. C'est un petit peu la même chose chez Hegel de façon plus générale. À partir du moment où je peux articuler un langage, je peux formuler des phrases, désigner les choses autour de moi, eh bien je ne suis plus un animal, je suis un être humain avec cette fameuse conscience réfléchie. Philosophes et linguistes s'accordent à dire que sans le secours des signes, des mots, nous serions incapables de distinguer deux idées de façon claire et constante. Ferdinand de Saussure, père de la linguistique moderne, on a vu un texte de lui, dit à ce propos, prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n'est nécessairement délimité, il n'y a pas d'idée préétablie et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue. Autrement dit, Saussure est totalement d'accord avec Hegel et aussi évidemment avec Kant. Exemple pris donc dans le documentaire sur les enfants sauvages que vous avez en principe vu, les premiers souvenirs datent de l'âge de 18 mois en moyenne, c'est ce que dit une sociologue qui est interviewée. C'est aussi l'âge de l'acquisition du langage. Le langage semble fixer les pensées et donc les souvenirs. C'est assez intéressant de constater effectivement que nos premiers souvenirs remontent à cet âge de 18 mois où, bizarrement, le langage apparaît aussi. Donc les souvenirs existent parce que, eh bien, le fait de les dire, le fait de les raconter, commence aussi à exister chez nous. La langue n'est donc pas qu'un moyen de communication, elle contient la représentation du monde, du peuple qui la parle. Je jette un œil sur mon... Non, c'est bon, sur le timing, c'est bon. La langue n'est donc pas qu'un moyen de communication, elle contient la représentation du monde du peuple qui la parle. Chaque peuple a sa langue, c'est une communauté primordiale qui rassemble des gens ayant une façon commune de penser et de voir les choses. Elle est un peu bizarre ma phrase. Chaque peuple a sa langue, oui, donc la langue est une communauté primordiale qui rassemble des gens ayant une façon commune de penser et de voir les choses. Là aussi, je vous renvoie à un mythe, on développera là-dessus, mais vous avez le mythe de la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de la tour de Babel? Ça nous raconte que les hommes avant avaient un seul langage pour tout le monde sur la planète, et puis qu'un jour, par orgueil, nous avons voulu construire une énorme tour, une immense tour qui monterait jusqu'au ciel pour pouvoir enfin approcher Dieu et voir la face de Dieu. Évidemment, Dieu n'est pas du tout content avec cette façon de faire, cette façon de voir, donc il va envoyer une malédiction sur les gens qui travaillent sur la tour de Babel. Tout d'un coup, chaque ouvrier qui travaille sur la tour ne comprend plus les autres parce qu'il a son propre langage. Et après, les ouvriers redescendent de la tour de Babel, rentrent chez eux, chacun dans sa famille, et va commencer à apprendre à sa famille sa propre langue, qui est différente de celle des autres. Et c'est à partir de là que le monde a commencé à devenir un peu chaotique, puisque les gens ne se comprenaient plus d'un pays ou d'une culture à l'autre. C'est évidemment une façon mythologique, mythique de parler, mais ça nous renseigne sur ce gap profond, ce différentiel profond qui existe d'une culture à l'autre et qui peut provoquer des incompréhensions et des malentendus. Le langage serait donc bien plutôt une façon de nous rapprocher, non du monde autour de nous, mais de nous-mêmes et de la culture qui est autour de nous. Donc voilà, ce serait une question de culture. Mon appartenance à une culture va dépendre du langage que je vais utiliser pour dire les choses, pour raconter le monde tel que je le perçois et tel qu'il est perçu de façon commune au sein d'une même culture. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la dernière partie de ce cours, le grand 3. À très vite.